D'abord, je me présente, je suis médecin du travail. Médecin du travail ici à Nice, dans le bâtiment. Et à ce titre-là, j'ai pu voir toutes les différences de comportement, d'attitude, de pratique qu'ont les Portugais par rapport aux Marocains, par rapport aux Tunisiens, par rapport aux Russes, par rapport aux Polonais, par rapport aux Français qui travaillaient sur les chantiers. La culture et la langue génèrent des attitudes différentes. Et c'est avec ce terreau que lorsque j'ai pris des responsabilités syndicales au niveau national, j'ai entendu les nombreuses plaintes qui émergeaient de la confédération à laquelle j'appartiens, la CFE-CGC. Vous savez, la CFE-CGC, ça rassemble les cadres et l'encadrement, et c'est la première organisation dans le CAC 40. Ce n'est pas la première organisation sur l'ensemble des salariés, mais dans le CAC 40, c'est très fort. Et comme par hasard, dans le CAC 40, c'est un problème très aigu. Pour vous dire, hier encore, j'étais dans une réunion de la Fédération Métallurgie où il y avait des délégués de Forestia, des délégués de Renault Véhicule Industrie Truck, de Alcatel, qui me demandaient comment se défendre et comment faire, parce que du jour au lendemain, l'entreprise, la direction avait dit on cause en anglais de l'atelier dans les documents officiels et dans les instances de direction, de travail et de partout. Et pour des gens qui ont été embauchés, par exemple pour Forestia, qui au départ appartenait à une structure allemande, ont été embauchés avec la condition de parler français et allemand, c'est le grand stress, parce que ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas le... Alors, je suis syndicaliste à la CFE-CGC depuis un bout de temps, et ma pratique de médecin du travail et d'ergonome m'a amené à développer une approche sur le stress au travail, et j'ai créé le baromètre du stress il y a à peu près plus d'une dizaine d'années, puisque la première activité publique s'est sortie en 2000. Ce qui a permis de mettre en évidence tous les facteurs de stress qui émergeaient. Et depuis 4 ans à peu près, j'ai introduit dans le sondage qu'on fait tous les 6 mois un facteur supplémentaire, c'est le facteur des langues utilisées. C'est tout à fait intéressant. Et je vois qu'on partage cette préoccupation, et on a fait en 2012, vous l'avez vu dans le film que j'avais commandité à l'époque, ces plaintes qui émergeaient ici et là, mais enfin on se dit toujours c'est des histoires particulières, c'est des histoires de chasse. Eh bien, à l'occasion de ce colloque, on a vu émerger plein de témoignages, et on s'est aperçu que c'était vraiment un problème collectif. Et un problème collectif, et vous allez le voir dans les réponses qu'on a eues au sondage qu'on a fait à cette occasion. Donc on peut espérer que non seulement c'est devenu collectif, mais et ce colloque y participe, que ça devienne public et que devienne approprié par les salariés, que ce soit plus gênant, que ça soit reconnu comme légitime, de dire le travail, la langue de travail, c'est une condition de travail, de l'ordre de l'ergonomie, de l'ordre de la neuroergonomie. Alors la neuroergonomie, c'est quoi? C'est l'ergonomie qui s'appuie sur le fonctionnement neuronal. Alors on se dit, mais c'est quoi ce truc-là? Un exemple parmi d'autres, c'est une étude qui a démontré que les chauffeurs de taxi londoniens, par exemple, lorsqu'on les passait à l'IRM, eh bien la zone du cerveau qui correspond à la représentation spatiale, comme c'est des chauffeurs de taxi qui ont la carte de Londres en tête, eh bien elle était double, voire triple en volume de celle du vulgum pecus que nous sommes tous. Pourquoi? Parce que les neurones, c'est comme les muscles. Plus on les fait travailler, plus ça se développe. Ça n'est pas une boîte noire indépendante. On commence déjà avec les nouveaux outils d'exploration à voir comment ça travaille. C'est donc pas déplacé d'étudier ça d'un point de vue d'ergonomie. Les conditions de travail, c'est ça aussi. C'est un peu comme quand on impose, comment dire, à quelqu'un de travailler dans une langue qui est pas sa langue maternelle, c'est un peu comme un violoniste expert, un grand artiste, et on lui dirait du jour au lendemain, t'es droitier, maintenant tu vas jouer du violon de la main gauche. On peut être sûr que ça ne va pas donner la même qualité de prestation
que ça ne va pas lui donner la même facilité, que ça va créer une tension, une fatigue, une contradiction sur le sujet. Que ce soit un artiste ou un sportif, etc. Et au niveau neuronal, on l'a démontré. Un peu comme sous prétexte qu'on est sportif, on va dire, bah, écoutez, un marathonien, vous êtes sportif, donc vous pouvez faire de l'haltérophilie. Quand on regarde un petit peu le profil des marathoniens par rapport au profil des haltérophiles, on comprend que ce n'est pas possible. Mais c'est la même chose quand on parle chinois ou allemand et qu'on dit demain, bah, vous allez parler français ou anglais. C'est deux pratiques, des circuits, des rodages différents et ça peut créer des tensions nerveuses, ça peut créer des difficultés, ça peut créer un sentiment d'inadéquation, etc. Et ce sentiment, tout ce qui émerge de ce fait-là, rentre tout à fait dans la définition de l'accord interprofessionnel, signé par toutes les organisations syndicales et patronales, qui a été étendu par la loi sur le stress. On est tout à fait dans les conditions d'émergence du stress. Et de ce fait-là, mise en danger délibérée d'autrui, l'employeur qui exige sans préparation ce passage d'une langue à l'autre, on est dans le champ d'activité. Et tout mon projet, c'est de démontrer qu'il y a là un outil syndical, une approche syndicale au niveau des conditions de travail, du fait de l'imposition d'une langue par rapport à une autre. Alors on va se dire, mais c'est des histoires de chasse, c'est quelques éléments, quelques cas particuliers, c'est anecdotique. Alors je vais vous montrer les résultats du sondage de stress, donc de présentation, toujours les conditions de réalisation. Vous voyez que c'est quelque chose qui est sous-traité à un institut de sondage officiel. Autrement dit, on n'a pas bidouillé ça avec des bouts de papier dans un couloir. On l'a fait faire pour qu'on respecte les conditions de rigueur d'un institut de sondage. On se contente, nous, de créer les questions qui sont posées. La projection suivante. Alors, oui, voilà. Dans le cadre de vos fonctions, avez-vous l'usage d'une langue? Donc, on trouve 37%. En fait, c'est 21 et 16%. 21%, c'est quotidiennement, de façon intense, et 16%, c'est quotidiennement. Vous êtes interpellé pour devoir parler une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Donc, on voit que c'est pas anecdotique. C'est plus d'un tiers des personnes sont concernées par ce problème-là continuellement. Il y a un autre tiers qui est concerné de temps en temps et un autre tiers qui n'est jamais concerné. Au tiers qui est concerné, on pose la question, est-ce que pour vous c'est plus fatigant ou non? Ça paraît évident, mais ça va mieux quand c'est chiffré, parce que le chiffre est le langage que tout le monde comprend. Eh bien, 51% des personnes sondées, de ce tiers qui est concerné tous les jours, répond oui, c'est plus fatigant. On est bien dans on est bien dans une démonstration de conditions de travail éprouvantes. La projection suivante demande, est-ce que l'usage de cette langue impose-t-elle un mode de pensée différent? Parce qu'une langue différente, c'est bien sûr un vocabulaire différent, c'est aussi une grammaire différente, c'est aussi une culture, c'est aussi des systèmes implicites sociaux et tout à fait différents. Donc c'est pour ça qu'on a posé cette troisième question. Est-ce que pour vous c'est un mode de pensée différent? Et effectivement, la réponse est 47%. 47% disent que c'est un mode de pensée différent. Et parmi ces 47%, est-ce que pour vous, passer d'un mode de pensée à un autre est facile ou pas facile? Bon, ben, il y a 58% des gens qui disent que c'est pas trop difficile, puisqu'ils répondent facile. Parmi ceux-là, est-ce que l'entreprise vous a appris, ça c'est pour le côté un peu syndical, pour la revendication, et on voit que l'entreprise ne fait pas grand-chose à ce niveau-là, que soit on se débrouille par soi-même, soit on l'a appris au préalable, mais qu'il n'y a pas beaucoup. Donc c'est une occasion de faire une revendication. La présentation suivante montre bien que
l'usage professionnel de cette langue étrangère, et pour ceux qui le ressentent, pour ceux qui sont concernés, c'est beaucoup plus fatigant. Donc on est dans le champ des conditions de travail, on est dans le champ de l'ergonomie. La présentation suivante, donc voilà, celle où c'était vraiment pas visible, c'était 47%, c'est un autre mode de pensée. 47%, c'est un autre mode de pensée. Et c'est vécu pour ceux qui sont concernés. 58%, c'est facile. Et très difficile et difficile, on en est à 42%. Donc là aussi, le fait que c'est un autre mode de pensée n'est pas une évidence, n'est pas facile de façon claire. Et numériquement, on a là la démonstration qu'on est dans des conditions de travail qui concernent tout le monde et que c'est légitime d'en parler au niveau du CHSCT, au niveau des délégués du personnel et de l'action syndicale. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, j'ai remis pour situer le niveau de stress la présentation suivante. Donc le niveau de stress, un tiers des personnes sont très concernées, c'est la partie rouge. Un autre tiers des personnes, 39%, un petit peu plus, sont largement concernées, puisqu'on estime qu'au-dessus de 6 sur 10, on est concerné par le stress. Et un autre tiers qui n'est pas trop concerné. Je vous renvoie, si ça vous intéresse, donc aux résultats in extenso qui sont sur le site de la CFE-CGC, où il y a près de 50 diapositives qui détaillent toutes les conditions d'émergence du stress. Pour vous montrer l'importance que ça peut avoir, donc voyez, là l'évolution du niveau de stress au fur et à mesure des années. Depuis 10 ans à peu près, qu'on fait sous cette forme-là. On aurait pu penser que le renouvellement de génération, puisqu'il y a quand même 10 ans, donc des plus jeunes sont arrivés et qui, eux, n'ont pas découvert l'ordinateur et les langues étrangères, sont nés avec et ont été formés pour, eh bien on voit que le niveau de stress continue. C'est donc qu'il y a un problème de fond et non pas de génération. Voilà, on peut s'arrêter là pour la projection. Au niveau des cas qui illustrent particulièrement et qui ont été découverts à l'occasion de ce colloque fait en 2012, il y a quelques récits qui méritent d'être rapportés et qui illustrent parfaitement le fait qu'on est dans le cadre de l'ergonomie et des conditions de travail. C'est le cas d'Alcatel-Lucent. Vous savez qu'Alcatel, c'est cette boîte de télécommunications française, particulièrement performante, et en 2006, ils ont racheté Lucent, une entreprise américaine qui n'était pas très bonne, mais c'était l'occasion de mettre le pied aux USA et de devenir mondialisé. C'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont acheté, et bien sûr, ils se sont rapprochés, les équipes françaises, des équipes américaines pour travailler. Naturellement, le consensus des élites, on en parle depuis tout à l'heure, fait que leurs réunions de travail se sont faites en anglais, alors que l'entreprise achetante était française. On aurait pu espérer que, mais non. On n'est pas chez Michelin. Donc là, en l'occurrence, ils ont parlé anglais. Pas de problème, on a confronté les méthodes de travail, les objectifs, etc. Tant et si bien qu'à force de parler anglais, tous ceux qui avaient monté Alcatel, les cadres qui étaient le squelette, qui étaient comment dire, ceux qui ont porté Alcatel et qui ont fait son développement, qui avaient la cinquantaine d'années, qui bredouillaient un anglais, se sont trouvés peu à peu discriminés, naturellement. Parce que fatigue, parce que incompréhension, ils sortaient de là en disant j'ai la tête comme un ballon, j'ai pas tout compris, je fais semblant de comprendre, mais je comprends pas tout. Donc, et petit à petit, tous ceux qui étaient la cheville ouvrière de l'entreprise se sont retirés de ces instances de concertation. Poussés aussi par les jeunes cadres français qui, formés dans les nouvelles écoles de commerce, de management, etc., pensaient pratiquer l'anglais et pouvoir prendre le relais et une occasion de monter dans la hiérarchie à cette occasion-là. Sauf que ces jeunes cadres n'ont pas vu que les Américains, voyant cela, ont accentué leur accent, ont accéléré le débit au point que ces jeunes cadres, eux aussi, ont été discriminés de fait. Et au jour d'aujourd'hui, 2013, dans ce qu'on peut appeler le board de direction,
Il n'y a plus un Français. Intéressant comme situation. Donc on a un problème de conditions de travail, mais aussi un problème de prise de pouvoir d'une langue par rapport à l'autre. D'une entreprise Alcatel qui était un fleuron de l'industrie française et une particulièrement démonstration de réussite. Et bien sûr, l'ensemble, le délégué syndical central qui nous racontait ça, disait le désarroi de tous ces cadres qui avaient monté cette entreprise à la force du poignet et qui se voyaient sortis du jeu et pris dans ce piège de la langue et de la prise de pouvoir par les Américains. Un autre exemple que je veux vous rapporter, c'est lorsque je fais de la formation à l'intérieur de la Confédération et je forme les gens à ce que toutes les problématiques de stress et de risques psychosociaux soient appropriées par les délégués syndicaux et qu'ils s'aperçoivent qu'on peut les traiter comme on traite de la manutention, du bruit, des produits chimiques, que c'est des conditions de travail comme les autres. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion d'aller chez Airbus, une belle entreprise, magnifique, mais qui est ce côté intéressant, c'est que c'est européen avec plusieurs sites de production. Et ils m'ont raconté que lorsqu'il y avait une difficulté de coordination, parce que vous savez qu'il y a des modules qui sont fabriqués en Allemagne, d'autres en France, et que c'est rassemblé au niveau de Toulouse, avec parfois des difficultés parce qu'ils ne comprennent pas très bien. Et lorsqu'il y a des difficultés, eh bien ils ont remarqué que les Allemands trouvaient 2 solutions. Les Français, 20 pistes de recherche. Et on a réfléchi à ce sujet-là et on pense que c'est le reflet de cette langue allemande où on décrit tout et on sort tous les facteurs qui décrivent la situation avant de sortir le verbe, puisque le verbe est à la fin de la phrase, et que donc on ne sort une solution que lorsqu'elle est construite, bâtie et sérieusement réalisée, que quelque part c'est le reflet de leur structuration mentale, tandis que les Français, ils mettent le verbe et après on fait en fonction, on s'adapte donc on a des pistes de recherche, etc. Je trouvais que cet exemple était tout à fait significatif des différences de mentalité qu'on pouvait trouver. J'ai eu ce même sentiment lorsque j'ai fait cette formation chez Alstom. Chez Alstom, une énorme entreprise qui fait des cuves de centrales nucléaires, qui fait des TGV, qui fait des tas de choses. Ils m'ont raconté aussi parce qu'ils avaient des difficultés à se comprendre entre la population allemande et la population anglaise, qu'ils avaient mis une situation, c'était le DRH qui était là présent et qui participait à ce stage, qui a raconté qu'ils avaient fait des groupes de travail ayant la même directive, travailler sur ce sujet-là. Et ils se sont aperçus que les Allemands avaient une méthodologie et les Français une autre, avec une répartition des rôles, une construction du sociogramme, c'est-à-dire la construction de l'équipe, de la construction de l'équipe avec le leader, le sous-leader, enfin tout ce qui est déterminé par sociogramme, tout à fait différent d'une langue à l'autre, mais que le résultat était similaire, chacun ayant son approche tout à fait différente, mais finalement, ils arrivaient à une solution comparable des 2 pays. Et que quand les Allemands regardaient les Français travailler, ils disaient que c'était tout à fait inefficace, bordélique et réciproquement. Au niveau les Français regardaient les Allemands. Je crois que, comme on le voit là, mais pratiquement dans l'illustration, la langue est à la fois l'expression et le reflet et le creuset de la construction mentale des gens, de la façon dont ils travaillent. Ce qui est intéressant aussi, c'est Thierry Presley que vous connaissez, qui le rapporte au niveau neuroergonomie. C'est les gens du British Council et également les doyens de facultés anglaises qui se plaignent du fait que les Anglais ont moins de brevets et que les étudiants anglais produisent moins que ceux qui viennent en Angleterre ou aux USA avec la contrainte d'une langue maternelle différente et de devoir apprendre une langue, apprendre l'anglais. Ce qui fait qu'ils ont 2 ou 3 langues dans la tête et ce qui fait qu'ils ont un développement neuronal apparemment plus important et de ce fait
un système qui, c'est ce qu'on constate, produit plus de brevets, plus de recherches que les seuls Anglais, qui ont cet appauvrissement du fait que ils naissent avec la langue de domination, mais ils n'ont pas la contrainte de développement que ceux qui arrivent avec la contrainte d'apprendre l'anglais. Et leur demande, je l'ai entendu plusieurs fois à British Council, que les étudiants anglais aient l'obligation d'apprendre plusieurs langues, y compris au-delà de la seule langue anglaise, ce qu'on aurait pu penser dans un premier réflexe nécessaire, puisqu'ils s'en sortent très bien. Alors, je crois qu'au niveau, on l'a vu sur le mode de pensée, mais on le voit aussi, c'est dans les quelques contacts qu'on a au niveau européen, la problématique des langues, c'est plus qu'un vocabulaire, une grammaire, des modes de pensée, c'est aussi des systèmes sociaux différents. On le voit, nous, en tant que syndicalistes, lorsqu'on parle de certaines notions comme des notions comme le paritarisme, comme le dialogue social, comme la sécurité sociale, avec les mêmes mots, on sent qu'on ne se comprend pas du tout, surtout avec les anglo-saxons. Que la même langue, on a des mêmes mots, mais derrière, ce n'est pas les mêmes concepts. Et là aussi, ça crée des problèmes, non plus de conditions de travail, mais de conditions de coordination et de conditions de compréhension réciproque. Donc, au bout du bout, ce qu'on peut dire, c'est que il y a un intérêt ergonomique, c'est évident, moins de fatigue, quand on a une langue qu'on apprécie, parce qu'elle est sa langue facile et sa langue maternelle, mais qu'il y a aussi un intérêt économique parce que, on ne fait pas d'erreur comme l'histoire d'Épinal, là où les gens ont mis des doses d'irradiation beaucoup trop fortes, mais en plus de ça, on produit plus facilement des finesses de marché, des finesses de brevets, des finesses d'études, parce qu'il n'y a que dans sa langue maternelle où on manipule le mieux l'outil langagier pour décrire les choses. C'est donc un intérêt ergonomique et économique, et que on rentre, et c'est là l'approche syndicale qu'on fait, c'est qu'on rentre on fait rentrer la thématique de la langue dans le dialogue social, dans les thèmes de discrimination, dans les thèmes de harcèlement moral, parce qu'on rentre dans la définition de harcèlement moral. Lorsque quelqu'un impose une langue, c'est une dégradation des conditions de travail, répétée, etc. On est dans la définition. C'est des problèmes de dialogue social, etc. Donc on est dans le champ d'activité syndicale. Et je pense que le colloque qu'on a fait et toute l'activité de formation qu'on fait à quelques-uns, chacun d'entre notre organisation syndicale, et en particulier depuis qu'on a fait ce colloque, donne une validité à ce que la langue soit considérée comme une condition de travail qui puisse être négociée dans l'entreprise. Voilà l'expérience dont je peux vous faire le compte-rendu et l'expérience.